Et coucou, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bonjour. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le chasseur de démons, cette fois-ci sur l'empaleur. Mais en revanche, contrairement à la dernière vidéo que j'ai pu publier sur le chasseur de démons empaleur, mais sur le build du multijoueur. Alors, je vais présenter la vidéo en solo. Il faut être un petit peu imaginatif quant à la démonstration, mais vous verrez, il n'y a rien de très compliqué. Si vous souhaitez plus d'explications quant au gameplay, on va dire, du chasseur de démons, je vous invite à regarder dans mes vidéos pour pouvoir trouver le build du chasseur de démons quant au build solo sur le thème de l'empaleur. Alors, sur la saison 16, le chasseur de démons a fait son retour, notamment grâce à un up relativement conséquent de 50 000 à 75 000 des dégâts de l'arme contre le premier ennemi touché par l'empaleur, ce qui a amené le chasseur de démons à devenir le nouveau boss killer. Vous me direz, attention, oui, mais le nécro il est quand même plus puissant, on comprend pas. Oui, c'est vrai. Néanmoins, le nécro, ce qu'il ne fait pas par rapport au chasseur de démons, c'est qu'il a un gros rôle de soutien. Un rôle de soutien en termes de défense, mais aussi fournir un burst au niveau dégâts. Alors, on va pas aller épiloguer les avantages, les inconvénients de telle ou telle partie. Le chasseur de démons en empaleur, mobile, rapide, efficace, en groupe, va permettre d'augmenter les dégâts grâce à cette rune, va permettre de réduire les dégâts encaissés grâce à la sentinelle, conservera son aspect de boss killer à la fin de la faille, voire même pour terminer et finaliser les élites après dans les groupes. Et puis au niveau du build, il change par contre un petit peu par rapport au build solo. Déjà par l'utilisation de nouveaux skills, puisqu'actuellement on utilisait le tourbillon de l'âme et le sanglier ou le loup pour pouvoir farmer en solo. Là c'est vrai qu'on change déjà deux skills déjà dans notre build, mais au niveau du stuff il y a un changement aussi. Déjà un changement au niveau d'une gemme, puisque nous utilisons... Ouh, il y a un problème là. Puisque nous utilisons le fléau des accablés, non plus le fléau des puissants. Chose que je vais changer immédiatement d'ailleurs au passage. Après un changement aussi au niveau du porté du lacunier à la place du forte-poigne porté par le moine, et le porté de l'or du crime, la ceinture de l'empaleur étant dans le cube. On se débarrassera également du porté de l'angeleur, le complément entre l'heure du crime et le lacuni apportant un gros burst en termes de vitesse d'attaque 14%, avec les valeurs max, permettra de largement compenser les 20% de dégâts élémentaires que nous avons dans le cube, puisque si on faisait une comparaison simplement avec les deux portées de ces items, avec un caldessin à peu près équivalent, on est plus haut en termes de dégâts purs. En revanche, je vous déconseille d'utiliser pour le moment ce build en solo, puisque c'est vrai qu'il est quand même plus fragile, moins de vie, moins de tankiness, puisque on perd quand même deux skills défensifs quand même très intéressants. Au niveau de vos skills, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que là j'ai un petit souci aussi à ce niveau là. Ok, voilà, cette fois j'ai bien tout. Hop. Au niveau de notre build, donc on reste sur le manteau de l'ombre, on garde la promesse du voyageur au rose des vents. Comme je vous l'ai dit, ce qui change c'est l'heure du crime, le lacuni, il va falloir faire un changement, se débarrasser du gant de l'angeleur, donc faire un petit changement peut-être par rapport à un build de solo, voir ce dont vous avez à modifier. Les stats dans les items, on va rapidement faire la présentation. Pointe de Carlet, on ne touche pas la première stat, la plage de dégâts, 10% de dégâts, dextérité, augmentation de la vitesse d'attaque. On n'oublie pas la dernière ligne en dessous, se rapprocher le plus possible des 375% des dégâts de l'empaleur. C'est énorme. N'oubliez pas que dans chaque item, par exemple ici, le carquois, les bottes ou quoi, ici, là on cherche à avoir 15%, 375%. C'est juste pour vous donner à peu près une idée de l'importance de cette valeur-là. Le carquois, dégâts de froid, dextérité, vitesse d'attaque, chance de coup critique, augmentation des dégâts de l'empaleur. Les bottes dex vita, résistance à tous les éléments, augmentation des dégâts de l'empaleur. Le pantalon dex vita, résistance à tous les éléments. La ceinture dext, vitalité, augmentation de la vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, puisqu'on est sur l'heure du crime. La cuirasse Aquiline, deux possibilités, dextérité, vitalité, soit plus de vis, c'est vrai qu'elle va vous faire un petit peu défaut. Sinon, vous pouvez également choisir, mais sachant que nous avons un moins, ce ne sera pas le plus efficace, de prendre la réduction des dégâts infligés par les élites. Les deux sont viables, à vous de voir ce que vous préférez. Le casque, augmentation des dégâts de l'empaleur, chance de coup critique et dextérité. Désolé, je l'ai lu à l'envers. Les épaulettes ne changent pas. Dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments.
Réduction des temps de recharge, 8%, c'est vraiment important. C'est la seule pièce sur laquelle vous devez avoir des temps de recharge pour pouvoir vous permettre de pouvoir conserver la Vendetta en permanence. L'emprise de l'ombre, le gant, dextérité, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Au niveau de l'anneau insaisissable, vitesse d'attaque pour le G normalement le plus optimisé, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Ça peut être la conclave des éléments avec le même G, à voir en fonction de celle que vous aurez en termes de stats qui est la plus intéressante, l'autre allant dans le cube. La rose des vents, plage de dégâts, pardon, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Le Lacuni, dégâts de froid, puisque je joue un build de froid, mais dégâts élémentaires le cas échéant si vous jouiez une autre rune. Dextérité, vitalité, vitesse d'attaque, chance de coup critique. Et on termine par la promesse du voyageur, dégâts élémentaires, moi en l'occurrence froid à 20%, dégâts des coups critiques, chance de coup critique. Voilà au niveau de ce dont vous avez besoin. Bien évidemment, au niveau des gemmes, émeraude sur la pointe de carlet, le reste du stuff avec des diamants, casque compris, le casque pour la réduction des temps de recharge, le reste pour une réduction, une résistance à tous les éléments pour en augmenter votre robustesse. Les gemmes apportées sur vous seront la gogogue de vivacité, le fléau des accablés, puisque vous êtes le boss killer, à la fin cette gemme prendra toute son importance, et la perte du piégé dans votre en dernière gemme. Voilà. Au niveau du cube, ok. Au niveau du cube, rosé, ça ne change pas. En revanche, ici, chaîne des ombres et la conclave des éléments ou l'anneau insaisissable en fonction de celle que vous aurez apporté. Voilà. Là, je pense que très sommairement, voilà, on a présenté un petit peu ce qu'il fallait. Au niveau du gameplay, bah, ça va pas être très compliqué. Vous allez suivre votre moine et votre sorcier, les accompagner. Si nécessaire, après, aider un petit peu le barbare à venir grapper un petit peu certains trucs. N'oubliez pas, ici, vous n'êtes pas en solo. Comme vous avez un build censé être mono-cible, je vous conseille très fortement ici de retirer vos dégâts de zone. Votre sorcier sera très content et ça évitera, on va dire, des lags serveurs avec des calculs inutiles, puisque c'est souvent la cause du lag, surtout avec un sorcier dans un groupe. Au moment, en l'occurrence, où il lâche son pack stellaire. Au niveau du gameplay, bah, ce n'est pas très compliqué. Vous rentrez dans la faille, vous faites proc directement la puissance de l'ombre. La couleur des ailes et la rune n'important absolument pas. On va peut-être voir les skills d'abord, avant, j'ai oublié, pardon. L'empaleur, on garde la rune, mais vous pouvez jouer autant feu que foudre, froid, ça dépendra de votre build et de ce que vous préférez. Personnellement, je préfère le build de froid. En termes de dégâts purs, en revanche, c'est vrai que le feu, si on se concentrait uniquement sur le boss à la fin, le feu est actuellement le plus intéressant. Uniquement en multijoueur. En solo, à vous de privilégier plutôt le froid, voire éventuellement peut-être pourquoi pas le foudre. L'acrobatie, nous allons utiliser non pas la cascabelle, puisque là il va falloir éviter de trop étourdir, de trop faire d'effets de contrôle sur les mobs, donc privilégier la voltige. L'avantage, vous consommerez beaucoup moins de discipline et pourrez donc sauter plus facilement sans être trop dépendant, on va dire, de votre saut. Après, vous pouvez mettre aussi, pourquoi pas, peu importe, mais la voltige, voilà, pourquoi pas. Mais, l'idée, c'est vraiment de ne pas utiliser la cascabelle. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, la traînée de feu. Vous pouvez mettre le tir en mouvement. N'utilisez par contre pas la cabriole, puisque vous auriez un temps de recharge sur votre saut. Ce serait vraiment dommage. Ensuite, la marque de la mort avec la vallée de la mort. L'intérêt est d'en augmenter les dégâts dans une zone. C'est-à-dire que lorsque vous allez poser la zone au sol, vous allez augmenter les dégâts de tous les ennemis qui vont être ciblés dans la zone. Ils auront une malédiction au-dessus de la tête. Ensuite, nous allons conserver la Vendetta avec la rune cœur noir, ça ne change pas. Et la sentinelle qui remplacera le compagnon temporairement, avec la tourelle gardienne qui va avoir pour intérêt de poser un bouclier. Le bouclier ne se cumule pas, donc pas la peine d'en impacter plusieurs dans le même niveau. Vous pouvez simplement les déplacer, ça vous permettra, vous, avec Chasseur de démons, lorsque vous allez sauter, de rester toujours protégé, du moins en partie. Mais n'oubliez pas que c'est sur le moine que vous aurez le plus de protection tout de même. Voilà à ce niveau-là. Au niveau des passifs, ce sont quasiment les mêmes que le solo. Perception, élimination des faibles, embuscade. En revanche, ici, nous avons un changement. En solo, nous utilisions le piège étourdissant. En multi, je vous conseille soit l'expertise mécanique si vous ne voulez pas réactualiser trop souvent et que vous allez être un petit peu en galère au niveau de votre discipline. D'où l'intérêt du choix de la rune acrobatie avec la rune voltige, pour ne pas trop la consommer.
Donc à ce niveau-là, soit vous conservez l'expertise mécanique de façon à ne pas être trop embêté. L'autre avantage, c'est que vous pouvez poser jusqu'à 3 tourelles. Sinon, le mieux, c'est pour le boss de fin, en espérant que vous tombiez sur un boss qui soit vraiment mono-cible. Sinon, le cas échéant, il faudra voir avec le barbare pour vous faire aider à ce niveau-là, ou le sorcier qui tapera dans le pack. Vous mettrez divisé pour tuer, puisque ça augmentera vos chances de coup critique de 25%. Voilà. Et puis au niveau du gameplay, écoutez, il n'y a pas besoin d'en expliquer beaucoup plus. Vous arrivez, votre moine ou votre sorcier va généralement poser un drapeau pour dire où se paquer, généralement au carrefour ou à un niveau d'élite juste à côté d'un pylône. À ce moment-là, vous posez votre marque, on va dire par terre, vous posez une tourelle au minimum. À ce moment-là, après, allez regarder un petit peu pour aider votre barbare à essayer d'attirer, par exemple, dans les couloirs un petit peu mono, voilà, comme ça, pour pouvoir finir d'attirer les quelques mobs qui pourraient traîner autour. Bien évidemment, n'oubliez pas de mettre votre vendetta et de l'avoir en permanence. Et puis après, le reste, simplement à actualiser régulièrement votre marque de la mort et les sentinelles de façon à conserver une zone de protection. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose de plus et c'est vraiment sur le boss de fin que vous allez prendre tout votre intérêt. Le reste de la fight, vous aurez vraiment un pur rôle de soutien. C'est pour ça que j'adore le DH de cette saison sur l'empaleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. La présentation est plus sommaire par rapport à d'autres présentations que j'ai pu en faire. Si vous voulez plus de détails quant au chasseur de démons, en l'occurrence sur le build de solo, je vous invite à aller regarder la présentation du chasseur de démons, enfin du DH sur le build de l'empaleur en solo, sachant que c'est un build de froid que je propose. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like, un follow, venir sur ma chaîne Twitch ou poser vos questions sur YouTube, Twitch ou voire même mon compte Twitter. L'ensemble de ces liens sont dans la description de la vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. Une très bonne journée, bon week-end. À très vite. Ciao, ciao, c'était Angel. Merci, au revoir.